très heureux de vous retrouver un petit peu moins nombreux pour des raisons qui s'expliquent assez facilement, mais toujours avec plaisir pour échanger avec vous. Alors je vous propose, plutôt que de faire une intervention comme j'avais l'habitude de faire, un petit peu longue et puis de laisser les questions, je vous propose de faire une introduction plus courte et puis de laisser la place aux échanges, c'est-à-dire je suis prêt à répondre à toutes vos questions concernant le secteur de l'hôtellerie-restauration et du tourisme que j'ai en charge au niveau national, et plus globalement les réformes et les évolutions qui affectent l'appareil de formation dans son ensemble. Alors, en propos liminaire, je voudrais évoquer un petit peu avec vous des tendances lourdes qui affectent l'appareil de formation à travers trois dimensions. Je vais les prendre, les trois dimensions. J'interviens assez régulièrement sur la première, c'est-à-dire la notion de parcours. Si vous regardez les réformes, qu'il s'agisse de la réforme du baccalauréat, la transformation de la voie professionnelle ou la réforme du lycée professionnel qui va être engagée, qui est d'ores et déjà engagée, qu'il s'agisse de la loi orientation et réussite des étudiants ou encore de la liberté de choisir son avenir professionnel, toutes ces réformes sont sous-tendues par une notion, celle de parcours, qui n'est pas nouvelle, mais qui s'impose dans les faits, qui bien évidemment a des implications assez redoutables concernant l'organisation et le fonctionnement du système éducatif dans son ensemble, qu'il s'agisse de l'enseignement professionnel, qu'il s'agisse de l'enseignement général, qu'il s'agisse de l'enseignement scolaire ou encore de l'enseignement supérieur, mais aussi de la formation, et ce n'est pas forcément la formation initiale seulement, c'est la formation continue, la formation tout au long de la vie. Donc je vais intervenir sur la notion de parcours en propos premier, et puis je mobiliserai deux autres notions qui ont fait leur apparition également il y a un peu plus de 2 décennies. Pour l'une d'elles, c'est la notion d'approche par compétences, et puis celle de bloc de compétences, parce que vous l'avez peut-être perçu, une dépêche hier est tombée sur le vote concernant la VAE, et si vous regardez bien les évolutions qui affectent la VAE, elles sont particulièrement significatives, puisque, in fine, un individu pourra faire valoir le fait de certifier un bloc de compétences seulement. On voit bien qu'on est en train de construire un appareil de formation qui est singulièrement différent de celui qui existait jusqu'à présent. Donc les trois notions que j'entends aborder avec vous, parcours, approche par compétences et bloc de compétences, pour en quelque sorte faire une entrée en matière et vous expliquer comment on entend, nous, pour le secteur de l'hôtellerie-restauration du tourisme, faire évoluer le dispositif existant. Quand on parle de la notion de parcours, il faut savoir pourquoi elle s'est imposée dans le paysage. Donc, en fait, pour la comprendre, il faut tout simplement convoquer la fin des années 90 et les débats qui ont entouré les difficultés que l'on observait à l'échelle de l'Union européenne concernant la mobilité professionnelle et mobilité professionnelle des adultes. En fait, cette notion de parcours va venir sous l'impulsion du monde du travail pour, en fait, faire en sorte que l'Union européenne demande aux États membres d'infléchir de façon assez significative leur appareil de formation et de passer, notamment pour ce qui concerne la France, passer d'un système où on était plutôt sur la sommation des connaissances, puisque si vous regardez la réforme de 59, on a massifié les systèmes éducatifs naissants qui se mettaient en place, c'est-à-dire l'unification des structures, héritées pour la plupart d'entre elles de la Troisième République. On a massifié, tout en préservant ce qui avait été appelé à l'époque le génie français, ce génie français résidant bien évidemment dans la transmission de savoirs universels, atemporels, non contingentés aux époques, c'est-à-dire des savoirs qui puisent leur origine très loin et qu'il s'agit de transmettre aux jeunes générations. Ce savoir universel, bien évidemment, il est accessible à une partie de la population, pas toute la population, et donc il a fallu trouver les voies et moyens pour qu'on puisse massifier, donc faire monter dans l'appareil de formation des jeunes qui, jusque-là, en étaient écartés. Eh bien, cette massification du système, tout en préservant son caractère génial, entre guillemets, caractère élitaire de l'enseignement secondaire et a fortiori de l'enseignement supérieur à l'époque, a conduit évidemment à mettre en place un enseignement essentiellement centré sur l'élargissement du recrutement du vivier de l'élite et puis sur la prévalence de l'enseignement général des humanités au détriment d'autres voies de formation.
Et les voies de formation qui ont été mises en œuvre dans ce contexte-là sont des voies de formation qui ont été, et je parle de l'enseignement technique qui a été positionné en 59, puisque c'était un ordre d'enseignement qui était autonome auparavant. Il a été positionné avec un objectif bien précis, c'est de recueillir en son sein tous les jeunes qui n'ont pas vocation à atteindre le niveau du baccalauréat. Donc on voit très bien que les décisions politiques qui ont été prises à l'époque ont conduit à positionner un enseignement technique qui va se séparer dans ces deux dimensions, l'enseignement professionnel d'un côté, l'enseignement technologique de l'autre, et on trouve là l'élément de régulation de ces deux voies de formation. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de revalorisation de la voie professionnelle ou encore de l'enseignement technologique, on revient de loin, pour la bonne et simple raison, c'est que cet enseignement a été positionné comme un élément de régulation pour permettre à des jeunes qui, jusque-là, étaient écartés de l'appareil de formation, de pouvoir y cheminer, mais en même temps de ne pas, entre guillemets, pervertir l'enseignement élitaire auquel je faisais référence. Donc ce choix a conduit tout naturellement à ce qu'en France, on assoit l'enseignement sur une démarche où il s'agit d'accumuler les connaissances au cours du parcours scolaire. Et donc l'Union européenne a demandé d'infléchir cette dimension et faire en sorte qu'on passe d'un système où c'est la connaissance qui est au cœur du dispositif à un système où il s'agit de voir dans quelle mesure l'individu est en capacité de mobiliser ses connaissances dans des situations complexes. On voit bien que là, on a la définition de la compétence, puisque la compétence se donne à voir dans une situation et pas autrement. Et en fait, on ne sait pas comment elle se manifeste. On ne sait pas comment les individus mobilisent un certain nombre de ressources, des savoir-être, des savoir-faire, des aptitudes, des capacités, sachant par ailleurs qu'une capacité ne s'évalue pas. Savoir lire, c'est une capacité, ne s'évalue pas. En revanche, pour la traiter, on va multiplier les expériences du type savoir lire une bande dessinée, savoir lire des consignes techniques, savoir lire une œuvre littéraire. On voit bien que on peut savoir lire une bande dessinée et totalement être incapable de lire, c'est-à-dire sous-entendre, entendre et comprendre une œuvre littéraire. Donc il est clair qu'on va multiplier ces approches, mais en tout cas, on ne peut pas l'évaluer en tant que telle. Ça ne s'évalue pas en tant que telle. Et la compétence, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle va se donner à voir dans une situation dans laquelle on va placer l'individu et on va lui demander de réaliser une tâche. Donc, il y a une finalité dans la situation. Et on va lui demander de réaliser une tâche. Et dans la réalisation de cette tâche, on va avoir les traces de l'expérience et de la compétence. Et c'est donc pas la compétence en tant que telle, mais ce qui ressort de l'acte qui aurait été mis en situation, qui va donner lieu à, si cet acte est bien rempli, on va dire que l'individu est compétent. Et donc on va demander très clairement, à la fin des années 90, à ce que les systèmes infléchissent. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez voir la notion de compétence se développer. Pour le collège, on va le traduire en socle commun de connaissances et de compétences, et après de culture. Et puis cette approche par compétence va gagner l'ensemble de l'appareil de formation. Il est très intéressant d'observer qu'aujourd'hui, tous les diplômes universitaires sont construits sur ce modèle d'approche par compétences, ce qui n'était pas gagné en soi. Et si vous regardez de près les arrêtés licence, il est très intéressant de noter qu'il y a un élément récent, il y a quelques années, qui positionne la licence générale, je ne parle pas de la licence professionnelle, la licence générale comme étant conçue à partir de connaissances, de compétences et en bloc de compétences. Je vais y revenir sur cette dimension-là. Mais on lui a affublé une double finalité, ce qui est très intéressant. Jusqu'à présent, la finalité d'une licence générale, c'était la poursuite d'études. Or, désormais, la licence a une double finalité de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Je vais revenir dessus parce que les bachelors, notamment les bachelors du secteur privé, constituent une alternative aux formations universitaires à certains endroits, voire une alternative aux classes préparatoires, parce qu'ils peuvent se prévaloir d'une double finalité, d'insertion professionnelle et de poursuite d'études, en même temps que d'une projection à l'international, ce qui confère des atouts importants aux bachelors. Mais en même temps, ce qui est aujourd'hui intéressant de noter pour vous, c'est que ce qui est perçu désormais comme un élément de sécurisation du parcours en termes de poursuite d'études, c'est le fait qu'il y ait une dimension d'insertion professionnelle. En d'autres termes, on a inversé un petit peu la démarche. Ce n'est pas une poursuite d'études pour s'insérer, c'est le fait de pouvoir s'insérer qui va permettre de sécuriser la poursuite d'études.
Et les bachelors jouent là-dessus actuellement, c'est-à-dire qu'en affichant une double finalité d'insertion et de poursuite d'études, les étudiants que nous avons auditionnés dans le cadre de la mission à laquelle j'ai participé, pilotée par Frédéric Forest et Françoise Flich, c'est une mission commanditée par la ministre de l'Enseignement supérieur. Donc nous remettons un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de la première année d'enseignement supérieur. Et force est de noter que cette double dimension plaît aux étudiants, hein, c'est-à-dire qu'ils voient à travers la possibilité de s'insérer un élément qui va sécuriser les parcours. Eh bien, lorsque les élèves entrent en BTS, c'était ce qu'on appelait il y a quelques années la théorie des petits pas, c'est-à-dire qu'ils rentrent en BTS pour pouvoir poursuivre derrière. Là où ça posait quelques difficultés, bien évidemment, c'est que lorsqu'on avait mis en place les licences professionnelles, notamment donc Bac+3, au niveau du Bac+3, on faisait en sorte dans l'idée de capter des jeunes qui étaient à l'université et qui voulaient s'insérer plus rapidement, donc ne pas poursuivre au-delà de la L3. Et donc, on leur préparait un parcours professionnalisant sur la dernière année, la troisième année, ce qu'on appelait les licences suspendues. Dans les faits, on a détourné un petit peu le dispositif d'ensemble et ce sont essentiellement les étudiants de BTS et d'IUT qui rejoignaient ces licences professionnelles en un an pour avoir un Bac+3 et non pas les élèves de l'université qui étaient en L1 et L2 classique. Donc vous avez une modification significative actuellement de l'offre dans l'enseignement supérieur qui tourne autour de cette approche par compétences. D'accord ? Donc il ne s'agit pas d'une lubie, il s'agit véritablement d'une modification significative de l'ensemble de l'appareil de formation. Donc les élèves de collège, les élèves de lycée professionnel, les élèves à l'université sont maintenant dans des formations où la formation qui est délivrée se fait sous cette registre de l'approche par compétences. Puis vous avez une troisième dimension, c'est ce qu'on appelle les blocs de compétences. Alors c'est à séparer, bien évidemment, des deux dimensions que je viens d'utiliser, donc celle du parcours et puis celle de l'approche par compétences, mais c'est le moyen qui va permettre tout simplement de construire un appareil de certification sur le long cours. Le constat qui est fait, c'est que nous avons trop de certifications. Or, les certifications que nous avons, par exemple pour l'éducation nationale, nous avons 500 certifications. Pour l'enseignement professionnel, nous en avons 300 en sortie de collège. Vous voyez bien que ça n'est pas raisonnable. Personne ne peut délivrer une information objective, stabilisée sur une aussi forte spécialisation, d'autant plus que à la spécialisation extrêmement forte de l'appareil de formation s'oppose une concentration, elle aussi, tout aussi forte des élèves sur quelques formations seulement. Dans le secteur des services, les 2/3 des élèves qui sortent de collège vont s'insérer, intégrer des formations dans 3 baccalauréats professionnels, qui sont les mêmes depuis 40 ans. Le premier touche autour de la bureautique, ça va être Agora, donc feu gestion administration. Et le deuxième, ça va être commerce. Et puis le troisième, c'est accès soins à la personne. On voit bien qu'à travers ce décalage entre une offre très spécialisée et une demande très concentrée, on doit trouver d'autres modalités pour permettre de cheminer, de former les jeunes. Alors cette approche et cette mise en bloc de compétences, sa vocation, c'est de créer et de mettre en système les certifications. Les certifications, tout simplement, on va créer un dénominateur commun entre les diplômes délivrés par exemple par le ministère de l'Éducation nationale, les titres délivrés par exemple par le ministère du Travail ou encore les CQP délivrés par les branches. Et bien cet atome commun, ça va être le bloc de compétences. Et ce qui est intéressant, un bloc de compétences étant simplement la réunion de compétences qui sont à peu près, qui tournent autour d'une thématique et qui font sens lorsqu'on délivre, lorsqu'on certifie. Alors si j'insiste là-dessus, c'est tout simplement parce que la France avait fait le choix, au lendemain du premier conflit mondial, de mettre en place ce qu'on a appelé assez rapidement, avec l'enseignement technique, lorsqu'on l'a transféré du ministère du Commerce au ministère de l'Instruction publique, de mettre en place ce qu'on a appelé une formation, un apprentissage méthodique et complet. On a dit méthodique parce qu'il suit une scansion des opérations, un séquençage bien précis, rationnel, c'est le principe de rationalité qui est derrière. Et d'ailleurs, si parmi vous, il y a des DDF, ex-chef des travaux, la première circulaire DDF, c'est Jean Zé. Et sous Jean Zé, si vous regardez la définition de ce qu'on demandait, c'est que la principale obligation du chef des travaux de l'époque, c'était de faire en sorte que les exercices qui étaient donnés aux élèves suivent un séquençage logique, rationnel, méthodique au sein de l'atelier. Donc vous voyez bien que cette rationalité, vous la trouviez dans l'expression même des fonctions qui était celle d'un chef des travaux de l'époque. Eh bien,
Cet enseignement méthodique et complet, on disait méthodique parce qu'il suit un séquençage bien précis, et on disait qu'il était complet tout simplement parce qu'il embrassait des dimensions qui dépassaient la seule préparation du travailleur et de la travailleuse. C'est-à-dire on embrassait la question du citoyen et de la citoyenne, on embrassait la question de l'homme et de la femme, c'est-à-dire en d'autres termes, on avait une vision qui allait au-delà des dimensions économiques, et pour embrasser celle de l'individu et de la formation, tout simplement, de personnes, d'individus qui allaient se mouvoir dans la société. Ce choix reposait, bien évidemment, sur cet apprentissage méthodique et complet, avec la prévalence ou la priorité qui était faite à la formation en tant que telle. Et une formation qui était sanctionnée par des diplômes reconnus par l'État, et dans ce cadre-là, la puissance de l'éducation nationale était forte. À l'époque, l'instruction publique, mais ensuite l'éducation nationale était forte. Ce qu'a modifié la loi de 2018, c'est qu'on a commencé à avoir une inversion de cette dimension. C'est-à-dire que ce n'est plus la formation en tant que telle qui est première, c'est la certification. En d'autres termes, c'est le résultat. Pourquoi je dis ça ? C'est tout simplement à partir du moment où vous avez une approche par compétence, vous êtes obligé de faire un certain nombre d'hypothèses derrière. Est-ce que les compétences ne sont travaillées qu'au sein de l'appareil de formation ? La réponse est clairement non. Vous pouvez acquérir des compétences dans le monde professionnel, dans le monde associatif, dans le monde personnel. Est-ce que les compétences se construisent exclusivement dans le cadre d'une formation dite initiale ? Bien sûr que non. Sauf à considérer qu'on a acquis définitivement les compétences à l'âge de 20 ans et qu'on n'évolue plus ensuite, vous vous doutez bien que cette hypothèse ne tient pas la route. Donc des compétences, on va en développer tout au long de sa vie. La question qui se pose donc, c'est comment on organise un appareil de formation qui permette le développement de ces compétences, mais surtout la reconnaissance de l'acquisition de ces compétences. Et vous voyez bien que le vote de la loi toute récente concernant la validation des acquis de l'expérience, en reconnaissant le fait qu'on puisse certifier un bloc de compétences, c'est-à-dire on reconnaît à un individu que les compétences qu'il a acquises dans le monde professionnel, eh bien, somme toute, lui permettent de valider ce bloc de compétences, on sanctionne, et en sanctionnant ce bloc de compétences, contrairement au crédit, par exemple, d'enseignement supérieur, eh bien, le bloc est valable toute la vie. Et donc, du coup, vous construisez les pièces nécessaires pour échafauder des diplômes sur le long cours. Pas seulement en cours de quelques années, mais sur 10, 20, 30 ans, vous allez pouvoir développer des blocs de compétences et puis, in fine, obtenir un diplôme. Et si vous regardez cette fois-ci comment on a réformé la licence, par exemple, qu'est-ce qui a changé fondamentalement en même temps? C'est le fait qu'on a fait disparaître la durée. La licence, vous pouvez l'avoir en 1, 2 ou 3 ans. 4 ou 5 ans. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la notion de temps disparaît et la notion d'espace, je viens de le dire, avec l'approche par compétence, disparaît également. On est bien là sur un décloisonnement qui prépare la construction de parcours, c'est-à-dire l'une des implications du parcours tient dans le fait qu'il concerne absolument tous les individus, tout le monde, un cheminement qui lui est personnel. Vous savez que la définition que je donne du parcours qui permet de cranter, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est la mienne, hein, je la balade avec moi depuis un moment. J'appelle un parcours, un itinéraire organisé. Sous-entendu, il est identifié, identifiable et sécurisé. La sécurisation, généralement, elle tient dans la notion de réversibilité. Donc, un parcours, un itinéraire organisé, d'acquisition de connaissances et de compétences. Ça veut dire que ce n'est pas un itinéraire, ce n'est pas une balade. C'est bien la construction de compétences sur le long cours et de connaissances. Les connaissances, bien évidemment, lorsque les professeurs travaillent la question des savoirs sur le plan didactique, c'est-à-dire la façon dont on va organiser le séquençage des opérations pour que des notions complexes puissent être appropriées par les élèves, cette connaissance va cheminer chez un individu. On ne sait pas trop comment elle va être mobilisée, ce qu'il va en faire, c'est-à-dire à partir d'un même savoir, on peut avoir des connaissances qui sont diverses, mais en tout cas, elle va s'exprimer, et elle va s'exprimer dans notamment des situations de travail, et c'est la raison pour laquelle c'est à travers ce type de manifestation qu'on va tenter, dans le cadre de l'enseignement, de percevoir la manifestation de ces compétences. Mais du coup, vous avez une évolution sensible, puisque vous mettez non plus la formation au rang de priorité, mais le résultat de la formation. Eh bien, si vous regardez encore une fois la licence comme je l'ai pris comme exemple, vous allez observer qu'il y a 2 systèmes d'accréditation
aujourd'hui en place un système qui est lié aux crédits eux-mêmes, hein, les ECTS, qui vous disent tout simplement que vous avez suivi à travers la délivrance de ces crédits, vous avez suivi une formation, 60, 120, 180 crédits, bon, vous avez suivi une formation, mais ces crédits ne vous donnent pas délivrance du diplôme. Ce qui donne délivrance du diplôme, c'est la validation, la certification de blocs de compétences. C'est ça qui va vous donner le diplôme. Donc vous avez un double niveau d'exigence. Eh bien, quand vous construisez cet appareil de formation à travers la question des blocs de compétences, à travers l'approche de compétences, vous ne faites pas disparaître les approches notionnelles. Elles sont présentes, ces notions. Les savoirs sont bien présents. Mais ils sont, je veux dire, très clairement mobilisés de façon différente dans le cadre de situations. C'est-à-dire qu'en gros, on peut bien connaître le théorème de Pythagore, mais si on n'est pas capable de voir que dans une situation, c'est bien le théorème de Pythagore qu'il faut mobiliser, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose de connaître le théorème de Pythagore. Donc, ce n'est pas la dimension utilitariste qui est visée, mais bien la capacité de l'individu à avoir développé une intelligence de la situation et mobiliser des ressources qui lui sont propres, voire des ressources qui sont issues de l'environnement. Donc, toute la difficulté pour nous, c'est de créer cet environnement sécurisé où l'individu va trouver les ressources nécessaires pour cheminer. Alors, vous voyez bien qu'à travers ces trois dimensions, le parcours, l'approche par compétences, les blocs de compétences, eh bien, on a un nouveau paradigme qui se crée, mais dans un contexte bien particulier. Pourquoi je dis un contexte bien particulier ? C'est que ce qui nous concerne, nous, dans le secteur de l'hôtellerie, restauration, tourisme, c'est que nous sommes confrontés, comme la plupart des secteurs, à trois phénomènes. Ces phénomènes, nous les avions identifiés lorsque, dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, en 2018, avec Régis Marcon et Céline Calvez, j'étais dans la mission qui préfigurait la transformation de la voie professionnelle avec le rapport Marcon qu'on nous avons rédigé. Lorsque nous avons auditionné les branches professionnelles, donc c'était avant la crise sanitaire, celle-ci nous avait fait remarquer trois choses. Ce qui était intéressant, c'est pas tant le fait que ce sont les trois éléments de fond que je vais vous donner, c'est surtout la convergence des constats partagés entre le secteur du luxe, l'aéronautique, l'hôtellerie-restauration, le secteur automobile. Ça, c'était plutôt, pour la première fois, c'était plutôt curieux que tous disent la même chose. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient, premièrement, nous sommes tous les secteurs, confrontés à un problème d'attractivité. Vous voyez que ce problème d'attractivité n'a pas diminué, au contraire, il s'est largement amplifié avec la crise sanitaire. Mais je vais revenir aussi sur cet élément. Donc, du coup, nous avons des secteurs d'activité où nous avons un problème pour attirer les jeunes dans nos métiers. Et ce qui était difficile à entendre, c'était que ces branches professionnelles, qu'elles disposent ou non d'un appareil de formation en leur sein, les constats étaient les mêmes. D'accord ? Premier constat. Deuxième constat, toutes, sans exception, nous ont fait remarquer une chose. Nous ne retrouvons pas, dans les diplômes que vous délivrez, les compétences qu'ils sont censés certifier. En d'autres termes, il y a un décalage entre le diplôme et la compétence qui est censée être signifiée par ce diplôme. Eh bien, ce décalage, vous l'avez, par exemple, dans le cadre de la réforme du baccalauréat. Pour quelle raison a-t-on réformé le baccalauréat ? Essentiellement, c'est parce qu'il y avait un décalage majeur entre le fait qu'il s'agisse d'un diplôme qui venait sanctionner les études secondaires, en même temps que c'était un diplôme qui était le premier grade de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsqu'on vous délivre le bac, on vous donne comme message, vous êtes apte à poursuivre vos études à l'université. Or, lorsqu'on regardait les taux d'échec, 60% à l'université, on était en droit quand même de s'interroger sur la validité de cette hypothèse. On avait le bac, dont acte, la quasi-totalité des élèves l'obtenaient lorsqu'ils s'y présentaient, et pour autant, la grande majorité d'entre eux éprouvaient de grandes difficultés lorsqu'ils cheminaient à l'université. Alors, donc voilà, un décalage pour les acteurs du monde économique entre, d'une part, le diplôme, d'autre part, les compétences qui sont censées certifier. D'où la poussée, la montée en puissance autour de blocs de compétences, et où France Compétences attache un intérêt majeur à ce qu'on valide ces blocs de compétences, et surtout qu'il n'y ait pas
hein, de compensation entre des blocs de compétences. Or, de ce point de vue, on a là une difficulté à l'université. À partir du moment où les diplômes sont conçus en blocs de compétences et qu'ils ne donnent pas lieu à compensation entre eux, ça pose un problème, puisqu'à l'université, jusqu'à présent, on avait un système de compensation qui permettait aux étudiants, eh bien, alors s'ils obtenaient des notes qui n'étaient pas très élevées sur certaines unités d'enseignement, ils pouvaient compenser avec d'autres unités d'enseignement. Là, c'est plus difficile, puisque la construction même des blocs interdit. Vous validez, vous certifiez un bloc, ou vous ne le validez pas. Vous doutez bien que si vous commencez à construire des blocs de compétences et vous dites, celui-ci ne sera pas validé, mais il sera compensé par un autre, lorsque vous allez changer de régime, et si vous construisez un diplôme sur le long terme, ça va poser problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se demander si vous avez validé un quelconque bloc uniquement avec son contenu. Bon. Ça, c'est un élément qui est assez essentiel. Donc, décalage. Problème d'attractivité, décalage avec le diplôme et puis les compétences qu'il est censé certifier. Et puis le troisième constat qui nous était fait remarquer, et qui n'est pas spécifique en fait au monde économique, c'était le fait qu'on nous disait, nous ne savons pas comment communiquer à l'époque avec la génération Y. Aujourd'hui, ce serait la génération Z. Ces générations qui entretiennent un rapport à la digitalisation, un rapport au monde, un rapport au travail fondamentalement différent. Or, ces éléments qui étaient perceptibles avant la crise sanitaire sont aujourd'hui rendus encore plus perceptibles avec un rapport à l'effort tout court qui semble avoir changé de nature. C'est-à-dire que lorsque vous interrogez les étudiants, lorsque vous interrogez les adultes, vous voyez qu'un certain nombre de phénomènes sont en train d'apparaître. Alors, sur le plan des compétences, on commence à voir se développer l'idée de compétences dites éthiques. En d'autres termes, pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, il va falloir non pas s'interroger sur le fait que le cuisinier demain sait mettre en art les techniques de base de transformation de cuisine, mais dans quelle mesure les techniques qu'il utilise sont respectueuses de l'environnement, sont respectueuses d'une consommation, par exemple, raisonnée de produits carnés. Ça va être ces éléments qui vont être... Et ces éléments vont être de plus en plus prégnants et demandés par les élèves eux-mêmes. Si j'ai introduit dans le cadre des travaux à la demande du ministère de l'Agriculture, ministère de la Santé, j'ai fait un travail avec, et c'est Jérôme Musard qui a été le chef de projet sur le sujet, j'ai fait un travail autour de la cuisine végétale. Pour intégrer ces dimensions, pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'étais interrogé par des associations très en pointe sur ces dimensions-là, en me demandant des comptes. Monsieur l'inspecteur général, avez-vous pris en compte ces nouvelles attentes des consommateurs, ces nouvelles attentes de la société autour du développement durable, autour de la cuisine végétale, autour du vegan? Oui, je l'ai pris en compte, je l'intègre. Mais pour le coup, c'est pas aussi simple que ça. Parce que les diplômes, nos diplômes, qui étaient autrefois dans la 17e CPC, sont désormais dans une CPC placée au registre interministériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère de l'Éducation nationale, jusqu'à présent, j'étais en tête, je conduisais, j'étais chef de projet, je présentais, je votais. Bon, donc en gros, je votais rarement contre ce que j'avais fait. Là, non, je ne suis plus dans les CPC, je présente, et puis la CPC donne un avis conforme, et ensuite, France Compétences dit si on peut l'inscrire au RNCP. Donc il y a toute une logistique qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus complexe. Et dans les commissions professionnelles consultatives, vous avez des représentants de différents ministères. C'est l'agriculture, c'est la santé, c'est l'enseignement supérieur, c'est la jeunesse. Enfin, il y a tout un tas de ministères. Vous avez les représentants des branches, les représentants des salariés. Bref, vous avez tout un tas d'acteurs qui ne partagent pas forcément les mêmes visions du monde et qui n'ont pas forcément la même vision que nous de ce qu'est la cuisine, de ce que doit être la formation pour un cuisinier ou pour un personnel de service. Donc ces éléments, je les ai intégrés pour la cuisine végétale, mais pensez bien qu'on me demande en permanence d'intégrer d'autres ingrédients dans le cadre de la construction des diplômes. Je rappelle quand même que la construction d'un diplôme, elle se fait sur un séquençage bien précis. Au démarrage, c'est un rapport d'opportunité, en quelque sorte. C'est la profession qui va dire s'il y a besoin de réformer, de faire évoluer, d'amender ou de supprimer, rarement supprimer d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on empile les certifications, s'il y a besoin de les réformer ou les créer, les diplômes. Ensuite, c'est toujours la profession qui va travailler. La première brique,
c'est-à-dire c'est le référentiel d'activité professionnelle. En d'autres termes, la profession va identifier les activités qu'ils vont confier aux détenteurs de ce type de certification. Voilà, pour un étudiant de BTS, ce seront ces activités-là. Et le travail qui va se faire ensuite dans le cadre de la certification, ça va être d'identifier les compétences nécessaires pour occuper et remplir ces activités. D'accord ? Et dans les compétences qui vont être mobilisées, bien évidemment, vous allez, à travers ces compétences, mobiliser des ressources qui s'appellent des savoirs, des capacités. Bien, ça fera l'objet d'un travail sur la question de la formation. D'accord ? Donc, ces éléments sont construits donc en CPC, suivent un protocole qui est lourd, qui est complexe. Or, on nous demande quand même d'être agile et de réagir très rapidement. C'est-à-dire que tous les diplômes de l'éducation nationale doivent passer à la moulinette tous les 5 ans. Tous les 5 ans, nous devons les représenter devant la CPC pour qu'on nous dise, vous les réformez, vous les faites évoluer, vous les laissez en l'état, pas de problème. Donc voilà, c'est colossal comme travail, parce que je vous ai dit, nous avions 500 diplômes à faire systématiquement pour l'éducation nationale sur 5 ans. Ça fait 100 diplômes par an, c'est absolument colossal. Bon, donc voilà, moi j'ai présenté il y a 15 jours les diplômes de la sommellerie, qui ont été, je les ai présentés en commission spécialisée lycée, donc la mention complémentaire sommellerie qui monte au niveau 4, hein, qui était autrefois au niveau 3 actuel, mais c'était le niveau 5 au moment où là, on a commencé à la réformer. Donc, et le brevet professionnel sommelier, hein, qui va effectivement, de façon à ce qu'on ait une offre lisible, hein, je l'ai toujours dit. Je réforme toutes les certifications de ce secteur pour que ce soit lisible à la fois pour les élèves, les familles, mais aussi pour les acteurs du monde économique, hein, qu'on sache véritablement comment on peut monter en compétence sur un certain nombre de secteurs. La mention complémentaire sera ouverte à tous les étudiants de France, pour peu qu'ils aient un niveau 4, un baccalauréat ou un niveau de ce type. Ils pourront intégrer une mention complémentaire sommellerie. Le brevet professionnel étant davantage un élément de haute qualification professionnelle et dédié cette fois-ci au secteur de la restauration. Donc vous voyez, ces éléments sont dans l'air du temps. Mais quand je dis la génération Y, la génération Z, eh bien, force est de constater qu'elle entretient un rapport au monde, un rapport au savoir, un rapport aux études très particulier. Et dans les observations que nous faisons remonter de la mission sur l'organisation de la première année d'enseignement supérieur, ce qu'on observe, on observe deux tendances assez importantes et qui interrogent la façon dont on va y répondre. Les deux populations qui augmentent le plus dans la transition entre le SCO et le SUP, c'est-à-dire avec Parcoursup, ce sont les réorientations et la reprise d'études. Or, Parcoursup, autrefois LPB, a été conçu comme une plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Là, c'est plus une plateforme d'accès, mais aussi de réorientation dans l'enseignement supérieur. On est en train de détourner, on l'a écrit dans le rapport thématique de l'orientation que j'ai piloté de la 4e au master, qu'on a remis aux deux ministres en 2021. Lisez-le, vous allez comprendre pour ceux qui sont férus d'histoire, le premier chapitre sur l'enseignement technique en France, vous allez comprendre beaucoup de choses et où on en est et quelles sont les questions qui se posent. Mais nous avons effectivement fait remonter que ces deux populations étaient de plus en plus importantes. Or, dans l'enseignement supérieur, on a une double difficulté. D'une part, on a énormément de mal à définir ce qu'est la réussite. Un rapport de l'inspection générale tente d'y apporter des réponses. On ne sait pas si la réussite, c'est le passage en deuxième année. On ne sait pas comment l'aborder, cette notion de réussite. On ne sait pas comment qualifier la réorientation. Pendant longtemps, on a pensé que les réorientations étaient des erreurs de trajectoire, donc des erreurs qui étaient liées la plupart du temps, on mettait derrière quelque chose d'assez simple, c'était un problème d'information, comme s'il suffisait d'avoir la bonne information pour savoir exactement où on va. C'est pas parce qu'on sait qu'il y a des emplois dans un secteur que pour autant les jeunes s'y précipitent. Ça se saurait, c'est pas ce qu'on observe. Donc on voit bien que c'est pas une question d'information seulement, il se joue d'autres choses. Et donc là, de ce point de vue, les réorientations d'enseignement supérieur sont de plus en plus appréhendées comme la trace visible de la maturation d'un projet. C'est très intéressant comme évolution. On est bien sur l'idée que peu importe le temps qu'on va mettre pour décrocher un diplôme, l'essentiel, c'est qu'on se réalise.
C'est-à-dire qu'on commence à déporter le questionnement. Puis l'autre phénomène que l'on observe, alors pour l'instant on le voit essentiellement au niveau master, mais il commence à gagner le niveau infra, c'est à partir de principes de capacité, c'est l'idée selon laquelle des jeunes, de plus en plus nombreux, disent, écoutez, moi, j'ai le potentiel pour faire une classe préparatoire, j'ai le potentiel pour faire... Mais j'ai pas envie. J'ai tout simplement pas envie. J'ai envie de pouvoir concilier le sport, mes amis, mes sorties, ma liberté, avec mes études. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, tout le système qu'on a construit était construit quand même sur un mode, pour l'enseignement scolaire, il a été conçu comme ça, hein, le mode rapide. Hein, on passe les étapes, une année, et si on chemine correctement, à la fin, on a son diplôme et on réussit. Bon, voilà. Donc, les erreurs de trajectoire, c'était quand on mettait plus d'une année pour réussir échouer. Et généralement, on le payait 2 fois, puisque lorsqu'on avait échoué, et ça se voyait à travers un redoublement, eh bien, lorsque on revenait sur un autre niveau du cursus, on n'oubliait pas que lui, il a déjà eu un échec. Donc, on l'intégrait dans l'évaluation qu'on faisait. Donc, on le payait à plusieurs reprises. Donc là, on commence à voir des choses qui sont un petit peu différentes et des comportements qui sont nouveaux et qu'on a un peu de difficulté à prendre en compte. Et la traduction de ces comportements, qu'on a du mal à expliquer, c'est par exemple les constats que nous faisons concernant les BTS. Nos BTS n'échappent pas à ce mouvement de fond. Comment expliquer qu'aujourd'hui, nous avons 35 000 places vacantes en BTS? C'est-à-dire, d'un côté, nous avons des jeunes qui vont à l'université, des universités qui développent des formations en 1 an, en nombre. On peut toujours s'interroger sur est-ce que c'est à l'université de développer des formations qualifiantes, certaines n'étant pas qualifiantes, très professionnalisantes, hein, en lieu et place des lycées qui développent des mentions complémentaires, des formations complémentaires d'initiatives locales qui, elles, se vident, en même temps qui ont des BTS qui pourraient faire le plein et qui sont aux 2/3 remplis. Donc vous voyez bien qu'on a un phénomène. Alors oui, on a un certain nombre d'explications, le développement de l'apprentissage, le développement. Mais derrière la question du développement de l'apprentissage, il y a une question beaucoup plus redoutable. Lorsqu'on les interroge, les étudiants, ils sont extrêmement sensibles à la question du coût des études et donc de la possibilité de financement. Donc pouvoir faire un stage rémunéré ou avoir un contrat d'alternance, un contrat d'apprentissage, est un élément très intéressant pour eux. Et vous le voyez aujourd'hui avec le phénomène d'inversion que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas l'insertion qui est visée en tant que telle, c'est la possibilité de s'insérer, donc la possibilité d'avoir un contrat de travail qui va permettre de sécuriser le parcours de poursuite d'études. On est sur cette logique-là. Donc, des éléments qui sont très nouveaux, avec un premier cycle universitaire qui commence à se professionnaliser beaucoup, des objets qui sont moyennement stabilisés, avec la question des bachelors, hein, parce que vous avez certes le bachelor universitaire de technologie du côté des IUT, hein, sachant que nous, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, nous avons des BTS, 3 options de BTS, hein, qui sont sur du management, pour le faire simple, sur la partie restaurant, la partie cuisine, la partie hébergement, qui sont très costauds sur le plan des contenus, qui permettent la poursuite d'études, la polycompétence, puisqu'il s'agit pour un jeune qui est détenteur d'un BTS, je les ai conçus comme ça, de pouvoir refaire, moyennant quelques mois de formation à travers la formation continue, eh bien, d'avoir une partie de la 2e année autour de l'UE5. Donc, vous voyez bien que polycompétence, poursuite d'études, voire insertion, pas de difficulté. On a travaillé les 3 dimensions. Mais ce n'est pas le cas dans tous les BTS. Et pour beaucoup, il y avait la possibilité d'une poursuite d'études au-delà du BTS en L3. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir des licences dites suspendues, licences pro suspendues. Or, pour financer et finaliser le modèle du bachelor universitaire de technologie, hein, c'est-à-dire la licence professionnelle qui, lorsqu'elle est portée par un IUT, prend cette dénomination-là. Au passage, le T de technologie est contenu dans le P de professionnel. Hein, l'une des caractéristiques premières de la licence professionnelle, c'est qu'elle ne donne pas un accès de droit au master. Or, je vous ai dit tout à l'heure que la poursuite en master était un élément perçu par les étudiants. Ils ne rentrent pas en bachelor pour s'insérer au bout de 3 ans, mais pour poursuivre derrière. Les 2/3 d'entre eux demandent à poursuivre. Ça veut dire que le fait d'avoir un diplôme professionnalisant, ça les rassure et ça les aide à poursuivre au-delà. Mais eux peuvent poursuivre en master.
le bachelor universitaire de technologie, lui, c'est une licence professionnelle qui n'est pas éligible et de droit à cette poursuite. Donc la question qui va se poser, c'est comment vont se comporter les étudiants qui sont inscrits en but 1, but 2. Est-ce qu'ils vont privilégier la poursuite en but 3, au risque de se dire, si je veux aller en master derrière, ce ne sera pas de droit, ou est-ce qu'ils vont bifurquer après le but 2 pour intégrer une grande école et construire un parcours en 5 ans. Donc ce sont des questions qui sont devant nous. Tout ça pour vous dire que l'appareil de formation est en profonde mutation, et il est d'autant plus en profonde mutation que la libéralisation de l'apprentissage d'un côté, qui permet donc quand même un développement particulièrement important. En 2018, j'avais 275 CFA. Au moment où je vous parle, j'en ai 499. Donc on voit bien qu'on a une montée en charge extrêmement puissante, puisqu'on n'est plus sur un fonctionnement à la structure, mais un fonctionnement au coût contrat. Et puis vous avez forcément, dans ce mouvement de construction d'une formation tout au long de la vie, vous avez forcément des objets qui sont particulièrement stratégiques. La question qui se pose quand on fait une approche par compétences et qu'on construit une formation tout au long de la vie, c'est comment je rends compte, comment je trace l'expérience, comment je certifie cette expérience. Vous voyez bien que le numérique est largement mobilisé, la question des badges est mobilisée, la question des GAFAM qui entrent sur le registre, bien évidemment, de la formation, est un élément extrêmement puissant. Le rôle que jouent actuellement les émissions de télé autour de la pâtisserie, autour de la cuisine, a pour conséquence que très nombreux sont ceux, j'avais dit tout à l'heure, qui reprennent des études, mais qui reprennent aussi une qualification visant, cette fois-ci, à obtenir un CAP. Ça pose un certain nombre de questions. Comment on s'y prépare? Comment on répond à cette demande? Donc, vous voyez, je voulais, à travers mon propos, j'avais dit, et puis je n'ai pas tenu parole, j'avais dit que je ne ferais pas un discours long, mais je voulais simplement signifier que nous sommes dans un moment particulièrement riche, extrêmement intéressant, mais c'est une rupture quand même assez anthropologique avec le fonctionnement antérieur du système. Nous préparons, quand je dis nous, c'est l'associé, prépare les conditions nécessaires à l'expression de parcours qui seront moins linéaires, plus personnels, mais des parcours dans lesquels l'individu et les décisions que prendra l'individu seront d'autant plus déterminantes. En d'autres termes, ce qui est demandé à l'appareil de formation, et là je parle pour les jeunes générations, l'appareil de formation, première formation, c'est de doter l'individu de capacités, de compétences à pouvoir prendre des décisions les plus raisonnées, les moins subjectives possibles, en utilisant des dimensions comme la prise de risque, comme la capacité à se projeter, comme la capacité à résister à la pression, bref, en développant des compétences qu'on appelle soft skills, qu'on appelle transversales, appelez-les comme vous voulez, mais des compétences qui sont mobilisées au quotidien et qui sont moins techniques, mais qui sont plus stratégiques qu'on l'imagine, parce que les entreprises recherchent aujourd'hui, et c'est l'une des difficultés pour nos métiers. C'est l'une des difficultés, notamment pour les métiers de service. Mais pas que, comme diraient les Jones, pas que. J'étais hier avec les inspecteurs qui sont en charge du tourisme et je prépare une très grosse visio pour la semaine prochaine avec 400 professeurs qui interviennent dans le secteur. Le BTS tourisme a ceci de particulier, c'est qu'il est positionné, mais l'identité professionnelle n'est pas avérée. N'est pas avérée. En quoi y a-t-il une identité professionnelle forte? Eh bien, le questionnement autour des métiers de salle, par exemple, se pose. Est-ce que c'est de l'ordre du technique? On rappelle qu'il faut réinventer les gestes de flambage, découpage, non-tact, mais objectivement, un jeune qui s'insère qui intègre ces formations et qui ensuite va s'insérer, ne va pas flamber ou découper quoi que ce soit. Or, ces formations ont besoin d'un haut niveau de culture générale, ont besoin de géographie, d'histoire, de psychologie, de capacité à se mouvoir dans l'espace, d'être en interaction, en empathie avec le client, d'être dans une relation client clairement... Bref, est-ce qu'un commercial bien charpenté ne ferait pas tout à fait l'affaire? Vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de questions
qui vont se poser sur en quoi ce diplôme a une identité professionnelle forte, en quoi il n'est pas au contraire quelque chose d'assez transversal, et la question va d'autant plus se poser que les blocs de compétences que j'ai évoqués, quand vous avez un bloc autour de la relation client, cette relation client est la même quel que soit le contexte. Ce qui diffère, c'est le contexte, c'est la coloration du contexte. Mais la relation client dans les assurances, dans l'immobilier, dans la restauration, cette relation client, elle repose sur des schèmes qui sont identiques. D'accord ? Donc voilà, tout ça pour vous donner un petit peu des éléments du paradigme nouveau auquel nous sommes, nous, confrontés dans le cadre des réflexions qui entourent notre filière, hein, la filière hôtellerie-restauration et tourisme, et l'alimentation. Mon collègue sur l'alimentation avait prévu de venir, il n'a pas pu. C'est Dominique Catoire, le doyen du groupe Économie-Gestion. Mais on est sur ces questions-là. Donc voilà. J'en ai fini avec cette petite présentation et puis je suis tout prêt à répondre à des questions, celles qui auraient été suscitées par mon intervention, ou voire des questions que vous aviez, que vous souhaitez me poser, relatives à l'évolution du secteur. Donc je souhaiterais pouvoir avoir un petit temps d'échange avec vous. Je ne vous vois pas, j'ai les flashs dans les yeux, mais je ne vous vois pas. Je ne sais pas qui est là. Je vous demande, n'hésitez pas, prenez la parole pour me solliciter. En fait, il faudrait que je fasse comme ça pour vous. Ce qui est moyen. Pas de... Profitez-en, on n'est pas nombreux, c'est intime. Oui, bonjour. J'avais une question, vous avez terminé sur les métiers de salle. Je suis en lycée hôtelier et donc il y a véritablement un problème d'image et de recrutement dans les métiers de salle, contrairement justement, comme vous le disiez, à la cuisine où vous avez plein de médias qui font la pub, entre guillemets. Et donc je voulais savoir, alors vous avez terminé en disant justement qu'il y avait des parallèles avec... d'autres compétences, par exemple la relation client et autres. Mais si on fait un fourre-tout avec, certes, des compétences transversales, ça j'entends bien, mais comment on peut valoriser un métier si on le met un peu dans... Enfin, j'ai un peu de mal, moi, à comprendre qu'on essaie chaque année de recruter et on s'aperçoit, fille ou garçon d'ailleurs, puisqu'on parle de genre, que c'est très difficile de donner une image valorisante des métiers de salle. Alors à part en sommellerie, barman, voilà, avec les mentions où on peut avoir une image un peu plus positive, mais après le serveur, c'est un porteur de plateau. Enfin, ça dépasse pas ça. Et c'est vrai que je suis pas prof de service, hein, mais le flambage, enfin des spécificités comme ça en salle font que, enfin, il me semblait donner un peu d'aura et de particularité, de technique à un métier qui, somme toute, pouvait être fait par tout le monde. Enfin, je sais pas. Alors, vous mettez d'abord la question du déficit d'image des métiers de salle n'est pas nouvelle. Depuis que j'ai plus de 10 ans que j'ai en charge cette filière, j'ai toujours entendu, j'ai toujours vu. Alors, évidemment, dans un premier temps, on disait service, servitude. Certains estiment que le terme devrait être changé. Moi, j'estime que quand on commence à changer le terme, c'est qu'on commence à perdre déjà certaines batailles. Il faut être fier. Le service, c'est le don. Voilà, d'accord. Oh, c'est pas très tendance avec les valeurs qui sont aujourd'hui portées, parce que les valeurs, elles sont plutôt tournées vers soi, et que les métiers de salle ont ceci, c'est qu'ils sont tournés vers les autres. Vous avez identifié tout à l'heure le cuisinier, vous l'avez mis en opposition parce qu'il y a des émissions de télé et ainsi de suite. Le cuisinier est dans une autre dynamique. Le cuisinier, il est condamné à innover en permanence. Si vous regardez bien, là, on va vous parler de cuisines qui font 500 mètres carrés avec des fours qui sont superbes. C'est pas du tout la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Et lorsque vous faites une expérience en restaurant, c'est pas le cuisinier que vous voyez, c'est le personnel de salle. Bon. Mais quand l'expérience que vous faites en salle
vous donne juste à lire que celui qui vient vous servir n'est pas en mesure de vous dire pourquoi il vous propose un vin, quelle est la nature de ce vin et pourquoi il vous le propose avec ce plat, ça pose problème. Donc, mettez-vous à la place d'une profession qui, elle, a du mal à recruter, qui a besoin de personnel, qui ne les trouve pas auprès des écoles hôtelières parce que sur ces métiers-là, il n'y a pas beaucoup de candidats. Eh bien, elle va être tentée de recruter d'une autre façon. Alors, vous entendez bien les petites sirènes, on ouvre à des personnels qui viendraient de pays étrangers, mais il y a aussi d'autres façons de procéder. Des restaurants qui ont choisi d'autres profils. La question qui va se poser, c'est je suis restaurateur, est-ce que j'ai besoin d'un personnel qui sort d'une école hôtelière ou est-ce qu'un commercial qui a un bac pro au commerce ne ferait pas l'affaire moyennant une mise à niveau technique? La question est de savoir quelle est l'identité professionnelle du métier. Or, de ce point de vue, il y a une difficulté. Il y a une difficulté parce que les professionnels ne sont pas d'accord entre eux. Lorsque je discute avec mes amis MOF, ils me parlent d'un service traditionnel. D'accord. Mais la restauration traditionnelle, c'est ça maintenant. C'est ça dans le monde. Donc, qu'est-ce que je fais quand je sais que dans mon pays, le premier plat qui est mangé, c'est la pizza? Qu'est-ce que je fais, moi? J'apprends dans les écoles hôtelières à faire de la pizza. Donc, il y a une vraie question sur qu'est-ce qu'on veut de ces formations. Quelle est l'identité qu'on veut faire? Nous avons construit notre image de gastronomie, sur la haute gastronomie en France. C'est une image qui nous colle et nous sommes reconnus dans le monde entier pour cette haute gastronomie. Il nous faut sans doute utiliser les leviers, cette force, cette connaissance, nos atouts, pour aussi valoriser d'autres secteurs de la restauration et les intégrer dans l'appareil de formation. Oui, ce sont des métiers de salle qui sont difficiles, mais sans doute qu'il faut les réinventer. Je suis fondamentalement un défenseur des métiers de salle, parce qu'encore une fois, c'est le personnel avec lequel je suis en contact quand je vais au restaurant. Je ne suis pas en contact avec le cuisinier. Ce n'est pas avec lui que je suis en contact avec les personnels qui sont dans la salle. Par contre, là, j'ai besoin d'une scénarisation. J'ai besoin d'une ambiance. J'ai besoin de me retrouver, quelque part, un acteur d'une pièce de théâtre. Mais si dans la pièce de théâtre, je n'ai pas de décor, j'ai aucune sensation, je n'ai pas de metteur en scène, j'ai rien du tout, je suis tout seul, je suis juste une potiche dans un restaurant. Donc oui, c'est difficile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne doit pas tenter de réaliser. Il nous faut trouver les moyens pour faire en sorte que les formations soient attrayantes. Je passe dans tous les lycées de France. J'ai bien vu les limites de nos formations. Je les vois bien. Quand on fait annoncer le menu auprès d'un... Je veux dire, très sincèrement, ça ne donne pas envie à un élève. Lorsque vous êtes... là, je vous ai dit que j'étais avec le secteur du tourisme. Lorsque vous envoyez les élèves demandent le BTS tourisme et qu'ils s'imaginaient voyager, alors qu'ils vont être la plupart du temps en train de faire voyager le client, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a un décalage de perception, il y a une représentation qui n'est pas tout à fait bonne. Donc, la première des choses, je pense, pour réussir, c'est que l'expérience que l'on vit du service doit être à la hauteur de ce qu'on prétend de ce qu'est le service en France. Moi, on me prétend que le service est de telle manière, lorsque je vais au restaurant, je ne l'observe pas ainsi. Par contre, je vois se développer de plus en plus d'initiatives, de très belles initiatives par des restaurateurs qui vont travailler 2-3 produits, mais les mettre en scène de façon absolument sublimissime, avec un discours, avec une portée, avec une poésie derrière, qui là, pour le coup... Et je pose toujours la question, sortez-vous d'une école hôtelière? Et la réponse, c'est toujours non. Donc, j'ai la faiblesse de croire qu'on a les moyens de réfléchir, mais je vous rejoins tout à fait, madame, à condition que dans les corpus, et c'est ce que je fais, c'est la raison pour laquelle, dans l'option A du BTS, j'ai intégré tout ce qui est relevé de la sommellerie, parce qu'effectivement, on est loin. Mais ce n'est pas la peine d'avoir... Et la mention complémentaire est suffisamment légère, mais suffisamment puissante pour doter l'individu. Eh bien, ce ne sera pas un sommelier en cap, mais ce sera un acteur qui sera capable de parler du vin ou d'une toute autre boisson. Ce sera forcément un plus. Donc voilà. Donc on réfléchit, dans le cadre des formations, à doter d'un plus. Mais la réponse
parce que je l'entends aussi. On a eu avec Bernard Boutboul, on est intervenu à Lille, au lycée international de Lille, il y a une semaine, précisément sur cette question des métiers de salle. Et c'est organisé par le campus d'excellence des Hauts-de-France. C'est une organisation magnifique. Avec Bernard, on est intervenu sur la scène pour évoquer ces problèmes. Et Bernard a développé un petit peu les évolutions du secteur de l'hôtellerie-restauration. Ben oui, il faut les prendre en compte, ces évolutions. Pendant très longtemps, nos formations étaient trop centrées sur la restauration traditionnelle, voire le gastro. Eh bien, on prend en compte aujourd'hui d'autres modes de restauration, d'autres cultures. Mais pour ça, on a besoin effectivement de développer l'aspect culturel chez nos élèves. Donc, ça nécessite de la culture générale. Ça n'est pas simplement une question d'heure, madame. Ça n'est pas simplement une question d'heure. Parce que vous avez moins d'heures, pour autant, les CFA se portent bien. Et en termes d'heures de culture générale, on ne peut pas dire qu'ils en aient autant que nos élèves de la voie professionnelle. Mais je ne crois pas que quand vous ayez un candidat qui sort d'un CFA, à la même... alors, c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, mais à la même... en termes d'insertion, il passe devant. En termes de poursuite d'études, il passe derrière. D'insertion professionnelle. Mais après, en termes, vous parliez justement de l'importance de la culture générale. Je suis désolée, mais là, ça pêche, quoi. Vraiment. C'est vraiment, il y a, à part, par exemple, les adultes qui reprennent une formation, mais quand vous faites passer l'enseignement général à des jeunes de CFA, ils n'ont pas le temps matériellement de préparer, hein, je ne jette pas la pierre aux enseignants, mais ils se débrouillent beaucoup tout seuls et il n'y a pas tout l'appareil... mais j'entends ce que vous dites, madame. La question, ce n'est pas plus, mais c'est mieux. D'accord? Moi, je préfère 2 heures excellentes que 4 heures médiocres. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, j'ai la faiblesse de penser que nous pouvons réaliser dans le cadre actuel des choses magnifiques, parce que je le vois quand j'arpente le territoire, je vois des professeurs et des élèves qui font des choses tout simplement remarquables. Bon. D'accord? Donc il ne faut pas non plus désespérer Billancourt. Nous avons un problème avec les métiers de service parce que les valeurs qui sont portées par ces métiers, comme je l'ai dit, c'est l'effacement, c'est je suis constamment présent mais on ne me voit pas. Ce n'est pas le principe ostentatoire actuel de j'existe et je parle que de moi. Donc les métiers de salle ont ceci de particulier, c'est que les valeurs qui les portent ne sont pas les valeurs qui sont véhiculées aujourd'hui dans la société. Donc c'est déjà compliqué. Mais ensuite, encore une fois, ne perdez pas de vue que l'expérience qu'on doit faire du service doit être en phase au moins avec ce qu'on prétend être. Et c'est pas, je suis désolé de le dire, c'est pas tout le temps le cas. Patrick? Oui, merci Monsieur Lunier. Donc ma question, c'est celle que je vous posais tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, beaucoup de formations se développent en ligne. Notamment en cuisine, beaucoup cuisine-pâtisserie, parrainé par des grands chefs même. Oui. Moi, en tant que DDF, je reçois ces candidats, souvent des adultes, hein, qui ont été formés en ligne comme ça, parfois avec le CPF ou parfois avec leurs propres moyens financiers. On a un taux, effectivement, d'acquisition de compétences très très faible au final, puisqu'ils composent sur un sujet national et donc ils se retrouvent en grande difficulté. Donc ma question, c'est est-ce que l'éducation nationale, qui est garant en fait d'une qualité de formation, est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça? Est-ce qu'il y a des actions qui vont être mises en place? Alors, deux choses. Je vous ai dit que nous étions passés d'un registre où la formation était première à un registre où c'est la certification qui est première. Nous sommes le premier ministère certificateur. C'est-à-dire que l'appareil de formation, lorsque vous développez des CFA, ils ont parfaitement le droit de s'inscrire en termes de CFA, ils doivent respecter les référentiels, mais ce n'est pas des référentiels de formation, c'est des référentiels de certification. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont passer l'examen chez nous, c'est ce que tu as dit, la barre va tomber. Voilà. Donc nous sommes garants lorsqu'on construit un diplôme, lorsqu'on construit un diplôme de l'éducation nationale, nous faisons en sorte que ce soit un diplôme qui soit garant des compétences qu'il est censé certifier. Donc
Donc on essaie de le faire. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez le BTS, j'ai souhaité à ce que ce soit exclusivement ponctuel. Je ne veux pas de choses qui se fassent de façon ésotérique, en ligne et compagnie. C'est dans un établissement, le cuisinier va cuisiner, on va regarder la prestation pendant 6 heures. C'est-à-dire que derrière, oui, le ministère de l'Éducation nationale va construire un diplôme et on délivrera ce diplôme lorsque toutes les compétences seront validées. Par contre, le ministère ne peut pas aller valider la formation qui est reconnue. Mais même si la loi prévoit qu'on est sur le plan pédagogique, aujourd'hui, on puisse y aller, mais avec un mode opératoire un peu plus compliqué qu'auparavant, on puisse aller voir de quelle manière se délivre cette formation. Les formations, notamment dans le privé sous contrat et dans le privé hors contrat, on ne peut même pas aller les voir. Donc ils présentent des candidats, mais le diplôme auquel ils sont présentés, c'est le diplôme de l'Éducation nationale. Ce n'est pas un autre diplôme. Et donc après, il y a un taux d'échec, un taux de réussite qui n'est pas tout à fait le même. Donc nous, on a des taux de réussite, mais j'évoquerai pas ici les taux de déperdition dans l'enseignement supérieur avec les bacheliers professionnels, parce que ça interroge. Oui. Oui, non mais... Qui ont cru bien faire, qui ont cru qu'ils allaient apprendre la cuisine chez eux, tout seuls, en visionnant des démonstrations. Et puis nous, on les reçoit, ils ont un projet derrière. Et puis du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est tolérant, on voit plutôt leur projet, et puis on leur donne un coup de pouce. Ou alors, on reste très ferme sur les compétences à acquérir, et puis là, comme vous disiez, le couperet il tombe, et ça, c'est pas facile à vivre au quotidien. Je suis désolé, il y a quelque temps, au niveau du MOF, on avait 500 candidats qui se présentaient au MOF simplement parce qu'ils avaient vu une émission de cuisine. Il avait fallu trouver un mode opératoire pour leur rappeler que le titre de meilleur ouvrier de France se fait pas simplement en cuisant des œufs le samedi matin. D'accord ? Vous avez malheureusement... on surfe sur la crédulité d'un certain nombre de personnes en pensant qu'il suffit d'avoir les ingrédients pour savoir cuisiner. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut recevoir une formation. Et dans cette formation, je fais blesse de croire, tout comme madame tout à l'heure, que quand il y a de la culture générale, c'est mieux. C'est mieux. Alors, vous savez très bien qu'il y a le débat, et je vais y venir, le débat qui a opposé à un moment donné les branches professionnelles qui nous ont dit, écoutez, dans vos diplômes, il y a trop d'enseignement général. Ça, c'est le débat de la fin du 19e siècle. Je rappelle, au moment où il s'est agi de construire des écoles techniques pour des jeunes qui étaient pressentis pour le secteur de l'industrie et du commerce, la question s'est posée de savoir quel était le contenu des enseignements. Le ministère de l'Instruction publique disait, puisqu'il s'agit d'écoles, il y aura des éléments d'ordre humaniste, parce qu'on prépare un individu à s'insérer dans la société, pas simplement à un métier. Et puis de l'autre côté, vous aviez le monde économique qui vous dit, attendez, ce sont des écoles qui visent la production, donc l'enseignement doit être centré sur ces dimensions-là, et le contrôle, c'est forcément le ministère du Commerce qui doit l'assumer. Bon, c'est pas le choix que la France a fait. Le choix que la France a fait, c'est qu'à travers et par le travail, on vise la formation de l'homme, de la femme, de l'humain, pas simplement du travailleur et de la travailleuse. Bon. Alors certains le reprochent à ce modèle d'avoir intégré trop de dimensions d'enseignement général. Il faudrait plus de professionnels. Mais en même temps, les situations sont devenues tellement complexes que c'est un raisonnement à court terme. Lorsqu'il va falloir faire évoluer les candidats à un moment donné, et ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui avait fait évoluer l'Union européenne sur ce principe-là, c'est l'absence de mobilité professionnelle des adultes. Lorsque vous les avez formés exclusivement à un métier qui sont obligés d'être reconfigurés parce qu'il y a des nouvelles technologies qui se mettent en place, ainsi de suite, lorsqu'on passe du Minitel à l'ordinateur, eh bien vous avez des personnes qui tombent parce que justement, il n'y a pas les bases qui leur permettent de rebondir. Donc là, ce qui est demandé, c'est que dans une formation, ces bases qui permettent à la fois de rebondir, de cheminer, mais qu'on ait de l'autre côté un appareil de formation qui soit suffisamment souple, suffisamment agile pour permettre d'accompagner, et qu'il y ait donc dans le sac à dos de l'individu de ses compétences, de quoi le nourrir. Puisque ce qui est demandé à un individu aujourd'hui, c'est sa capacité à gérer les transitions. Alors les transitions à l'école, on les connaît, c'est école, collège, lycée, lycée, enseignement supérieur, mais ce n'est pas de celle-là dont je parle.
Les transitions auxquelles l'individu est confronté, c'est formation, travail, travail, chômage, chômage, reprise, reconfiguration, retraite. Un quart de la population est en formation, un quart est à la retraite. Ces deux quarts ne cessent d'augmenter. Premier problème, la soutenabilité du modèle d'ensemble. Deuxième problème, est-ce qu'on considère que les compétences sont acquises dans le premier quart ou tout au long de la vie? Est-ce qu'elles sont linéaires? La réponse est non. Est-ce qu'elles sont linéaires? Non. Vous allez progresser, régresser. C'est par itération que vous allez avancer. Est-ce qu'on peut penser que lorsqu'on a 60 ans, on a fini de développer ses compétences? La réponse est clairement non. Donc, si la réponse est non à ces trois questions, vous ne pouvez pas construire un appareil de formation qui délivrerait comme message: je vous donne une formation sur 18 années de formation, et puis c'est bon, vous êtes pareil pour vivre toute votre vie comme ça. Non. On doit développer des aptitudes, et la première aptitude qu'on doit développer chez un individu, c'est la curiosité. On ouvre ses chakras, on regarde le monde. La deuxième, c'est j'entre en empathie avec celui qui est en face de moi, tout simplement parce qu'on doit développer chez les individus l'idée, qui doit être ancrée très fortement, c'est que toute situation d'interaction humaine est une situation d'apprentissage. Le jour où on a compris ça, eh bien on chemine en permanence. Lorsque je rencontre quelqu'un, moi, je discute, je me nourris de ses propos, je grandis. Et j'ai la faiblesse de penser que je fais grandir en même temps. Sauf qu'on ne voit pas les choses comme ça. Hein, j'ai 3 heures de mathématiques, il faut ces 3 heures de mathématiques. Non, 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 non. La question, c'est quel est l'outillage mathématique dont a besoin l'individu pour se mouvoir? On ne forme pas, au lycée par exemple, des philosophes, des historiens, des géographes, des profs de sport. Non. On dote les individus d'outils intellectuels logiques qui vont leur permettre de mieux comprendre le monde dans lequel ils vont être appelés à se mouvoir. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. Alors certains d'entre eux seront philosophes, d'autres historiens, d'autres géographes, mais le rôle de la première formation n'est pas celle-là. C'est pas celui-là, le rôle. Donc, vous voyez, donc la question, c'est que nous sommes systématiquement tiraillés. Moi, en tant qu'inspecteur général, je suis systématiquement tiraillé entre ceux qui me disent « Mais monsieur Lunier, remettez-nous des TP en permanence. Il y en a 6, il en faut plus. » Sous-entendu, la seule façon d'exprimer sa compétence, c'est de faire, refaire, refaire, refaire. Non, à un moment donné, il faut se poser des questions. Et c'est ce qu'on a fait dans STHR et dans MHR. C'est, je veux, moi, à un moment donné, que l'individu se pose, se questionne. J'utilise cette technique en cuisine ou j'utilise ce mode opératoire en service. Pour quelle raison? Sur quoi c'est fondé, culturellement, anthropologiquement, sur quoi c'est ancré? Est-ce qu'il y a d'autres modalités? Si oui, lesquelles? Et pourquoi je ne les ai pas prises? C'est-à-dire qu'il y a un questionnement derrière. Pour une raison très simple. C'est que les attentes des jeunes qui vont venir seront des attentes en termes d'éthique de plus en plus fortes. Je viens chez toi, mais ce que tu me proposes, ça ne m'intéresse pas. Je veux bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on répond à ces jeunes-là? On dit non, là, on ferme la porte et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Je ne peux plus. Il y a quelques années, lorsqu'on construisait un diplôme, on fermait boutique. C'est fini de fermer boutique comme ça. La pression est telle que... Et pour pouvoir y répondre, la seule façon, c'est quelle est la finalité de ce diplôme? Qu'est-ce que je vais en faire? Alors aujourd'hui, oui, on fait croire aux gens qu'on va s'inscrire en ligne, ça va être plus facile, on n'a pas besoin de bouger. Puis à l'arrivée, quand on passe l'examen, le taux de déperdition est colossal. Sur 10, il y en a un qui va décrocher l'examen. Heureusement qu'on n'a pas ce rendement dans nos établissements. Parce que, je suis désolé, la présence, l'acte de présence et la confrontation humaine avec celui qui apprend, c'est un élément important. Tout ne peut pas être virtuel. D'accord, vous voyez se développer. Je suis interrogé en permanence pour délivrer des formations à distance, cuisiner à distance. Bon, je veux bien, j'ai du mal avec ce concept. C'est peut-être parce que je suis trop vieux, j'en sais rien. Peut-être que je change de métier, tout simplement. Mais à un moment donné, on doit ancrer dans la réalité. Et pour ancrer dans la réalité, un cuisinier doit être derrière son poste, et puis le personnel de salle, il doit être derrière son rang, à condition qu'il sache ce qu'il doit y faire. Et là, pour le coup, ce que j'observe, c'est que ce n'est pas tout le temps le cas.
Bonjour. Alors moi j'ai deux questions. La première, en fait, on se rencontre. Donc je suis enseignant-formateur en CFA, en cuisine, et j'enseigne donc du CAP jusqu'à la licence. Donc CAP, bac pro, licence. Je suis doté d'un master, école hôtelière et autres. On se rend compte de plus en plus que le public qu'on accueille en CAP, que ce soit dans les écoles hôtelières ou dans les CFA, a un niveau de culture générale qui est au rabais. Vraiment, une carte de France, moi c'est une des premières évaluations que je donne, une carte de France avec les grandes villes de France. Je vous montrerai avec grand plaisir les résultats, c'est affolant. Alors moi la question que j'ai, c'est que se passe-t-il avant ? Est-ce que mes collègues enseignants ont peut-être du mal à finaliser les programmes? Parce qu'on parle de plein de choses, mais les programmes, il faut quand même les terminer. Et la deuxième question que j'ai, c'est, vous parliez des diplômes en ligne ou autres. Je rejoins totalement votre point de vue, sauf que moi j'ai le souvenir à Paris d'un inspecteur qui m'avait inspecté en me disant le CAP c'est un diplôme d'insertion professionnelle. Où là je le rejoignais, et moi j'étais resté focus sur mes compétences à acquérir, et que le CAP en fait on ne le donnait pas à n'importe qui ne savait pas faire les techniques en cuisine demandées. Et la question qu'il m'a posée, c'est mais qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il l'ait ou pas son diplôme? Voilà. Bien. Alors, sur le niveau baisse, monsieur l'inspecteur général, qu'est-ce que vous faites pour enrayer la digue? Oui, c'est un constat. Ce que nous avons dit, nous l'avons écrit dans le rapport Marcon sur le CAP, il faut que vous preniez conscience qu'en 1900, 1% de la population était au niveau du baccalauréat. 1%. On est à près de 85% aujourd'hui. Donc le CAP est le plus petit niveau de qualification en France. On va même en deçà du CAP, puisqu'on est sur des formations, des compétences infra, parce qu'on a un certain nombre d'individus, de jeunes, de personnes, d'adultes, qui n'atteindront même pas ce niveau de formation. On est d'accord. La question de la maîtrise de la langue, la question d'un minimum de capacité à oraliser sa pensée. Tous ces éléments, c'est des ingrédients qui sont royalement absents. Lorsque nous avons, dans le cadre du rapport Marcon, fait des propositions concernant le CAP, c'est tout simplement parce que moi, je me suis baladé sur le terrain, que j'ai vu les classes de CAP chargées de jeunes en situation de handicap, de jeunes allophones, de jeunes qui ne parlaient pas un mot de français. J'ai vu tout ça. J'ai vu des professeurs qui étaient confrontés à la difficulté ultime. Comment faire passer un programme avec un prescrit à des jeunes qui ne comprennent même pas ce que je suis en train de dire? C'est une vérité, d'accord. Alors, effectivement, je ne connais pas le parcours antérieur de tous ces jeunes, mais il y a fort à parier pour que, si on les retrouve aujourd'hui en CAP, ça ne se soit pas très bien passé auparavant. Il ne faut pas inverser la machine. Quand vous êtes au pays du diplôme, c'est la France. Je sors du collège, passe ton bac d'abord. Pour en faire quoi? On n'en sait rien, mais il faut que tu aies ton bac. Pourquoi? Parce que quand vous faites une réunion familiale, ah, mon fils, il est au MIT, oh, le mien, il est à H4. Et le tien, il est en bac pro Quesaco. Ah, mais c'est pas mal aussi, c'est vrai que c'est bien l'insertion. Généralement, celui qui vous dit ça, il n'a jamais mis les pieds dans un lycée professionnel. Mais c'est bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue quand même que, je vous ai dit qu'en 1959, on avait décidé que l'enseignement technique allait servir de canal pour la massification de l'enseignement secondaire et supérieur. Eh bien, on en est là. On est toujours sur des éléments de dévalorisation. Hein, l'enseignement professionnel est toujours en France dévalorisé. C'est une constante. Mais nous, on l'explique par son positionnement historique, mais il est dans les faits de chacun d'entre vous, chaque personne fait référence à une hiérarchie implicite des ordres d'enseignement, avec au top-down les humanités. D'ailleurs, quand on vous parle d'un président de la République, c'est pour vous dire,
Ouais, mais il est très fort. Le président, il sait écrire. C'est les humanités qu'on va mettre au top niveau. On ne va pas vous mettre l'enseignement professionnel. Donc déjà, l'enseignement professionnel, on tente de le revaloriser, c'est la transformation de la voie professionnelle. La ministre tente de le valoriser avec la réforme de la voie professionnelle. Mais dans la voie professionnelle, vous avez en plus une dévalorisation. Pendant très longtemps, on a dévalorisé l'apprentissage. Pourquoi ? Je vous ai dit que l'opposition historique, c'était entre le ministère du Commerce et le ministère de l'Instruction publique. L'apprentissage, c'est quoi ? L'alternance, c'est quoi ? L'alternance, c'est la reconnaissance que l'entreprise est un lieu de formation comme l'école. Ben, il a fallu du temps. Hein. Il a fallu 1987, loi Seguin, pour qu'on permette au CFA de délivrer toutes les certifications. Il y a 30 ans seulement. Hein. Donc c'est tout récent. Donc on est en France sur une hiérarchie des voies de formation. Et dans les voies de formation, on est sur une hiérarchie des diplômes. Quand on parle de la voie professionnelle, c'est 80% de baccalauréat, c'est 20% de CAP. Et le CAP, par nature, dans une école de masse où il y a 12,5 millions d'élèves et d'étudiants, vous captez forcément les élèves qui n'ont pas réussi à franchir les étapes préalables avant. Donc vous faites ce constat, monsieur. Pour autant, c'est l'honneur, et je crois que c'est votre honneur en tant qu'enseignant, en tant que formateur, c'est l'honneur de les entourer, de les accompagner, même si c'est difficile. Et bien sûr que c'est difficile. Ça, je ne le remets pas en cause. La deuxième question que vous me posez, monsieur, c'est autour du CAP. Je n'ai pas compris la formulation de l'inspecteur. Je ne sais pas pourquoi il vous a fait une remarque du type. Est-ce que ça vous gêne qu'il n'ait pas son CAP ? Pourquoi une telle remarque ? Vous pouvez me la replacer dans un contexte parce que je ne la comprends pas. Oui, donc j'étais resté sur les compétences, on discutait en fait des examens et que en fait je me rendais compte que les techniques étaient de moins en moins acquises. Donc vous vouliez, vous, de votre côté, ne pas lui délivrer le CAP. Tout à fait, oui. Et lui vous a dit, mais ça vous dérange en quoi qu'il l'ait. Tout à fait. D'accord, je comprends mieux. Et donc en fait c'est pour rebondir à votre collègue en fait tout à l'heure sur les techniques et les diplômes en fait qui étaient prescrits et donnés, voilà. Enfin donnés, passés plutôt. Voilà. Alors, concernant le CAP, l'histoire du CAP est très intéressante. Hein. C'est le premier diplôme en France. Le premier diplôme. Il est mort 5 fois, ressuscité 5 fois. Le BEP devait s'y substituer. C'est le BEP qui est passé par-dessus pont. Et le CAP est toujours là. Il est costaud. Petit, mais costaud. Mais il a changé de nature. Et vous le voyez quand les professionnels de la restauration vous disent... Ils avaient un CAP, mais le CAP qu'ils ont passé n'a rien à voir avec le CAP aujourd'hui. À l'époque, nous n'étions pas dans un phénomène où la plupart des jeunes sont déjà au niveau du baccalauréat. Dans les années 70, vous aviez 20% d'une génération au niveau du bac seulement. 20%. Là, c'est 4 fois plus. Et les objectifs, c'est 60% au niveau... licence L3, vous doutez bien que quand vous parlez du CAP qui est Bac-3, il y a effectivement un gap. Mais tout ce que vous dites est vrai, est fondé. On tente d'améliorer les choses et la proposition que nous avions faite, c'était de moduler la durée de formation. Certains publics ont besoin de 3 années pour obtenir le CAP, d'autres 1, 2 ou 3 ans. On a demandé à ce qu'on joue là-dessus. C'est mis en place, mais en même temps, ce que l'on ne veut pas, c'est que face à ce type de population, systématiquement, on réponde par un CAP en 3 ans, qu'on revienne aux années 80. Hein, d'accord ? Donc oui, tous ces phénomènes sont bien présents. Peut-être une dernière question ? Ouais, j'en vois une là. Nécessaire pardon, excusez-moi. Je peux le dire. Vous parlez d'une nécessaire revalorisation de la voie professionnelle. Pouvez-vous nous expliquer comment cette revalorisation peut se faire quand parallèlement on réduit, dans le projet qui est fait aujourd'hui, on réduit les heures d'enseignement général dont tout le monde s'accorde à reconnaître l'importance pour la formation continuée de tout au long de la vie. Donc comment
résoudre cette conflictualité. Et puis, pour ce qui est de l'apprentissage, l'apprentissage, notamment pour les CAP, est-ce que vous pouvez nous dire le pourcentage de rupture de contrat avant la fin de la première année? Alors, je vois bien la charge, la double charge qui est la vôtre en fin de séance. Hein. J'ai l'habitude de cette double charge. Alors, concernant le deuxième, le taux de rupture, c'est un contrat sur 2. D'accord? Alors, je vais vous répondre différemment maintenant. Sur les 180 000 jeunes de la voie professionnelle, avant la réforme, là où ils avaient toutes les heures, charge contre charge, sur les 180 000 jeunes, 90 000 d'entre eux demandaient à poursuivre leurs études. 1 sur 2 ne demandait rien. Nous avons demandé au ministre d'assumer définitivement la double finalité de l'enseignement professionnel, insertion professionnelle et poursuite d'études. Ça a été fait. Sur les 90 000, 32 000 étaient retenus. 85% d'entre eux ont demandé des BTS. 32 000 ont obtenu un « oui, vous pouvez venir nous rejoindre en BTS ». Vous rajoutez les 3 000 de la phase complémentaire. Ça fait 35 000 jeunes. D'accord? Sur ces 35 000 jeunes, nous avons quantifié entre 10 et 30% d'entre eux ne rejoignent pas l'établissement d'affectation pour de multiples raisons. Nous savons que le taux de déperdition des élèves de la voie pro dans le process d'accès à l'enseignement supérieur est très important. Donc entre 10 et 30%. Une fois qu'ils sont dans l'établissement, quelle que soit la durée de formation, 2 ou 3 ans, ils sont moins de la moitié à obtenir le BTS. À l'arrivée, c'est un élève de Bac Pro sur 10 qui se trouve en phase dans l'enseignement scolaire avec le discours d'accès et de réussite dans l'enseignement supérieur. Vous pensez singulièrement qu'avec un tel rendement, on peut continuer longtemps comme ça? Donc, moi, je ne me place pas sur le niveau de la baisse des horaires. Je regarde ce que produit le système. La production du système, c'était celle-là. Donc, il faut le faire évoluer. Concernant l'apprentissage, effectivement, il y a de très forts taux de rupture. Moi, je milite pour qu'on n'oppose pas les deux voies de formation. Je milite pour que la notion de parcours puisse s'enrichir de ces deux modalités de formation. Il y a des jeunes pour qui l'apprentissage est fondamentalement un élément de réussite. Il y en a pour d'autres, c'est au contraire le fait de se trouver plus sécurisé dans le milieu scolaire. Mais ne perdez pas de vue, et je conclurai là-dessus, que ce que l'on observe concernant la suite du parcours de ces jeunes, c'est que les aspects mobilité, les aspects financiers, le coût que représentent les études, sont des éléments qui conduisent de très nombreux jeunes à préférer une formation avec des stages rémunérés ou un contrat d'apprentissage plutôt qu'une formation scolaire, simplement pour des raisons de survie économique. Merci beaucoup pour votre attention.